Bonjour, je suis le très respectable professeur Esbrouf Michael Yetzira de Bromchaland et j'ai le grand plaisir de lire Morale de la Silure pour Radio Façade. Chapitre 3. Il y avait une chaleur pas croyable qui descendait sur la ville. Au loin de la rue du révérend Capel, j'entendais Martin Citron et Namir Savant qui sortaient du café Gouarga et Biogre faire un tour du côté de la vieille ville en chantant « C'est une liqueur qui redescend le long de mes bras tout brinque-ballant. C'est une liqueur qui redescend le long de mes bras tout brinque-ballant. On peut la faire avec nos poires, nos pommes, nos cerises et nos pruneaux. Viens pas me parler de verre d'eau. » Puis, en se prenant par les épaules, disparaissait joyeux, sans se demander si demain matin il ferait gris. Du côté de mon étendoir à linge, Magali, ma petite araignée, tentait péniblement de tisser sa toile entre le rebord de la fenêtre et mon armoire, après avoir fini son grenier, juste à côté de mon tiroir à couvert. Quelquefois, pour lui donner des forces dans son ouvrage, j'allais lui acheter des petits fours à la pâtisserie. Elle appréciait particulièrement le saumon et la meringue au citron. Puis, soudainement, j'entendis mon vieux copain Coruscant crier de sa fenêtre au premier étage « J'ai acheté un super vinyle de Thiago Rose Pantrif, si jamais quelqu'un veut venir l'écouter avec moi, il est le bienvenu !» Dans la seconde qui suivit, Monsieur Zoïl, au bout de la rue, balança 3 pneus par la fenêtre en criant Le bonheur, c'est bon pour les hommes à peau verte. On les dégagera, ceux-là. Qu'on les dégage. Attendez qu'on soit le 27 et on abolira le bonheur. Les lampadaires qui jouaient au dé sur le toit de la maison de Madame Saint-Bric tournèrent la tête, puis, en haussant les épaules les uns vers les autres, retournèrent à leur partie en se marrant. C'était de nouveau le calme. « Il en a après tout le monde, ce Zoïl », me dit la banane qui trônait toujours dans son panier à fruits. « Oui, peut-être, il ne m'intéresse pas beaucoup. »« Il devrait, pourtant. »« Pourquoi ? Je t'ai dit, ce n'est rien d'autre qu'un pauvre bougre râleur. Il n'en a pas contre le monde entier, tu exagères. Ce sont seulement ceux à peau verte qui ne trouvent pas de répit à ses yeux. » Mais celles et ceux à peau verte font partie du monde entier. Oui, certes, mais ça reste une minorité, pas de quoi déclencher une guerre mondiale non plus. Je crois que voici venue l'heure de te raconter la deuxième histoire de cette nuit. Tu es prêt ? Je lançai un regard par la fenêtre. Le gros matou qui jouait avec un caillou regardait maintenant le vent dans les feuilles de mon tilleul en souriant. La lune grondait les étoiles de la grande ours qui s'amusait à dessiner un lapin dans le ciel, et les voitures garées sur le trottoir taillaient le bout de gras. « Je suis prêt, ma vieille !» Notre seconde histoire prend place il y a 2 siècles, sur la planète de Brarart. Ah ben oui, je la connais, il y a encore plein de gros morceaux de ça qui flottent dans le ciel. Effectivement, elle n'a plus rien d'une planète désormais. Autrefois, elle était divisée en 35 peuples différents. Il y avait, entre autres, les seconds martyrs du troisième ordre, les Nachals, les hydrauliques ad viternam, les autistiques, les palestronèmes, les judo-amaristes, les entéristes 8e siècle, les ontorastides et les catosphalaires. Tous vivaient dans le plus grand des calmes, jouaient entre eux, sortaient le soir tombé pour se raconter les histoires, les romans, les pensées de la journée. On allait se tremper les pattes dans du liquide en s'échangeant des disques gravés par de lointaines musiques. Tous les animaux se promenaient avec les peuples et personne n'y trouvait rien à redire. Puis, un beau jour, arriva un étrange voyageur de la constellation d'Ibris. Lorsqu'il posa le pied sur Brarart, une odeur d'humidité et de décomposition envahit immédiatement les maisons, les temples, les jours et les nuits. Il était terriblement grand et fin. Les cheveux noirs et lourds qui descendaient jusqu'aux épaules, placés 30 cm sous le menton. Il avait la peau bleu-brune, comme des écailles de poisson brûlées. La main gauche était 5 fois plus grande que la main droite et avait, à ses extrémités, des cloques rouges qui se perçaient au moindre choc. Il avait un étrange sac de toile accroché à sa ceinture duquel on croyait entendre des petits cris étouffés, comme ceux d'une famille de souris agonisantes,
et ne le quittait sous aucun prétexte. Son manteau était long et copieusement épais, comme taillé pour résister aux plus grands cataclysmes qu'une planète puisse offrir, et propice à loger une multitude d'outils, tous plus différents en taille et en usage les uns que les autres. Ses pieds étaient enfoncés dans de grosses bottes en cuir et en fer, encore fumantes de sa course pour atterrir sur Brahart. Un achal vint à sa rencontre et lui demanda « Qui es-tu, voyageur ? Et quel est ton nom ?» Vous laisserez le soin de me donner un nom. Chaque nation, continent, planète ou océan que je visite me donne le nom qui lui plaît. Et qu'es-tu venu chercher ? Tu viens de bien loin, à ce que je crois voir. Le Nachal fit un pas en arrière, tant l'odeur était pestilentielle, mais gardait tout de même un sourire cordial et avenant pour accueillir ce nouvel homme. Je n'attends rien de vous. Je viens observer votre vie. On m'a dit qu'il y avait plus de 35 peuples différents. Est-ce véridique ? C'est exact. As-tu faim ? As-tu soif ? Tu dois être fatigué, permets-moi de t'offrir le logis. C'est très gentil de ta part, oui, très gentil. Mais j'aimerais tout d'abord rencontrer la personne qui dirige cette planète afin de lui rendre mes hommages. Le Nachal commença à rire gentiment. La personne qui dirige cette planète ? Mais personne ne dirige cette planète. Qu'as-tu besoin de quelqu'un pour diriger une planète ? Mais comment faites-vous pour vivre alors ? Qui vous dicte la marche à suivre ? Mais c'est nous qui la dictons à nous-mêmes chaque matin. Ici, nous avons la chance de voir les étoiles aussi en plein jour, et elles nous ont appris, depuis que nous sommes ici, à respecter ce qui est vivant et à rendre hommage aux morts. Mais alors dis-moi, quelles sont les différences entre chacun ? Aucune, lui répondit le Nachal. Aucune. Mais alors pourquoi tant de noms pour autant de peuples ? Il doit bien y avoir une différence. Tu te compliques la tâche, ami. Regarde, toi, tu as bien un nom qui est différent de celui de ton voisin. Bon, vous vous ressemblez néanmoins sur beaucoup de plans. Vous partagez les mêmes goûts pour telle ou telle chose. Voilà donc l'étendue présumée de la différence entre nous. Il n'y a que le nom que les anciennes familles se sont donné qui nous sépare. Il y eut un silence, durant lequel les yeux du voyageur qui fixait le Nachal passèrent du bleu au violet. Le Nachal se décida à briser le silence. Je vais te présenter un ami. Il s'appelle Taksamt. Il est très sympathique, tu verras, et trouve toujours un bon verre à boire. Ah, d'ailleurs, enchanté, moi je m'appelle Erouak. Je suis ce qu'on appelle un Nachal, et mon ami Taksamt est un enterriste 8e de siècle. Et Erouak ouvrit la marche au voyageur. Je te passerai ici les moultes années qui allaient s'écouler, car il allait s'en écouler. Le voyageur prit le temps de rencontrer chaque peuple, de discuter avec eux, de les observer, de discerner leurs coutumes, leurs habitudes, leur train de vie. Puis il se glissa dans la vie de cette planète aussi aisément qu'un fleuve coule dans son lit. Il devint un élément à part entière du décor. Son odeur changea petit à petit comme un caméléon adapte sa peau à son environnement. Les habitants de Brahart aimaient profondément ce qui était léger, en fleurs et doux. Le voyageur recouvrait bientôt tout ce qu'il traversait d'une odeur de jardin luxuriant, si bien que tout le monde voulait l'approcher ou rester auprès de lui. Seule une petite fille, nommée Lemradra, qui faisait partie des palestronèmes, gardait ses distances. Alors, on entendit l'étrange voyageur prononcer des phrases telles que « Nous devrions décréter quels jours sont destinés au travail et quels jours sont destinés au repos. » Puis, s'adressant aux 200 personnes qui le suivaient nuit et jour, fascinées par son odeur, il dit « Vous, mes fidèles amis dont votre présence atteste de votre loyauté et de votre volonté de bonheur, allez donc dans vos peuples respectifs pour répandre les lois que j'aurai coutume d'édicter. Premièrement, faites en sorte que chacun et chacune sache que les 13 jours et demi qui constituent chaque semaine seront entièrement réservés pour le travail au service de la communauté.
Nous garderons bien évidemment le 14e jour pour préparer le recommencement de la semaine. Celles et ceux qui travailleront le plus pourront bénéficier d'un flacon de mon parfum personnel et s'en embaumer quand bon leur semblera. Mais, dit un autistique, il existe des gens qui ne peuvent pas travailler à cause de membres en moins ou parce qu'ils sont trop jeunes. Et puis, vous savez, voyageurs, ici, nous n'avons guère été formés pour la grande majorité au travail. Nous vivions auparavant de réflexion, d'observation, d'échange d'idées, d'écoute attentive du monde. Fini tout cela. Cria soudainement le voyageur. Apprenez que la vie n'est pas un sofa dans lequel on peut se prélasser indéfiniment. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il faut que les choses changent. Tant pis pour les plus feignants et réfractaires. Ils devront se passer de l'odeur agréable de mes flacons. C'est à vous de faire bouger les choses. Puis, se rapprochant petit à petit de ses fidèles, il dit « Je vous ferai d'ailleurs remarquer, chers amis, que les enterristes 8e de siècle sont, il me semble, bien paresseux. J'en ai fréquenté beaucoup à la surface de votre planète. Ils passent leur journée le nez en l'air à compter les papillons et à s'amuser avec leurs amis. Qu'est-ce qu'on retiendra d'eux? Rien. À croire même parfois qu'ils n'ont aucun terrain à eux, tant on les voit partout. Voyageur, je dois te dire que je n'ai pas l'impression de les voir partout. À vrai dire, j'en vois très rarement, et quand j'en vois un, c'est toujours avec plaisir que je l'invite chez moi pour prendre un verre. Justement, ils se font toujours inviter. Je vous le dis, ils sont partout. Vous ne les voyez guère car ils sont malins, mais bientôt, si cela continue, il n'existera sur Brarat que des enterristes 8e de siècle, et tous les peuples auront disparu. Les enterristes 8e de siècle sont des assistés qui vivent sur votre dos. Allez les chercher, mettez-les au travail. Je m'engage à vous verser, pour 10 de ces gens-là mis au travail, 2 flacons de mon délicat parfum. » Alors s'engagea une grande chasse sur toute la surface du globe. Celles et ceux qui s'autoproclamaient chefs de leur région étaient automatiquement soutenus par le voyageur qui leur offrait 5 flacons de son parfum. Un soir, la petite Lemradra, dont je t'ai parlé, alla à la rencontre de quelques personnes et dit « Le voyageur vous brouille la tête avec son parfum. Ce n'est qu'une odeur volatile, une chose passagère qui disparaît avec le vent. Il a gagné votre esprit avec l'idée folle qu'un artifice pouvait remplir 10 petites minutes de votre existence. » Tu es jeune, Lemradra, mais viendra un jour où tu seras adulte, et ce jour-là, toi aussi, tu voudras sentir bon. Pouvoir paraître en société avec l'assurance qu'on te remarque. Aujourd'hui, on n'existe pas si on ne peut pas remarquer notre présence. L'odeur de quelqu'un, c'est son pouvoir. Bien sûr, votre flacon de parfum vous sera bien utile quand votre cadavre sera en décomposition à 6 pieds sous terre. Et quoi ? Moi, j'aimerais bien avoir la tombe la plus odorante du cimetière. La banane s'arrêta brusquement. « Eh bien, lui dis-je. » Elle me lorgna avec un sourire. « Rien, je te regarde. À ce stade de l'histoire de Brahart, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce que tu viens d'entendre. » Une mouche se posa sur la toile de mon araignée Magali. Elle vint à sa rencontre, la trouva gentille et la laissa repartir. Ce que j'en pense, c'est simple, hein. Je trouve que ce voyageur a raison. Il y a des gens qui ne font rien. Rien du tout. Moi j'ai décidé de travailler. Tu as décidé de travailler ? Ben oui, j'ai décidé. Et dis-moi, tu as bien été recruté par quelqu'un ? Bah, ouais, évidemment, c'est mon patron qui est venu me chercher. Et c'est lui qui t'a donné tes jours de travail. Bah oui, évidemment. Lui aussi qui t'a dit quoi faire. Oui. Encore lui qui te paye si ton travail a été accompli. Bah oui, bien sûr. Et tu oses me dire que c'est toi qui décides ? Oh écoute, répondais-je agacé. Il n'empêche que moi, je travaille, et que d'autres ne fichent rien. Qu'est-ce que tu en sais ? Ben, parbleu, il suffit d'ouvrir un journal. Ah, maintenant ce qui est écrit dans le journal t'intéresse. Mais autour de toi, vois-tu des gens qui ne travaillent pas ? Autour de moi, non, mais je sais que ça existe. Non, autour de moi, je vois surtout des gens qui galèrent, voilà. Disons plutôt des gens qui n'arrivent pas à trouver du travail. Ça oui, j'en vois. À la radio, on entendait le premier tournoi de gymnastique de la nuit qui commençait.
Arrivent bientôt ces deux exquises, fabuleuses gymnastes hawaïennes. Ignorez juste Kylian, leur manager nullissime oppressant, puis qui rarement se tait. Un véritable wagon xénophobe. Yalala, zéro. Un lampadaire avait visiblement gagné la partie D car il fit le tour de la maison de Madame Saint-Bric en sautillant joyeusement, pendant que les autres se prenaient l'ampoule. Les étoiles de la Grande Ourse faisaient toutes sortes de formes, plus ou moins grotesques dans le ciel dès que la lune avait le dos tourné. Et le petit matou, sur le trottoir, jouait désormais avec des fourmis qui aboyaient en espérant l'effrayer. « Tu vois, dit la banane soudainement, toutes ces choses au dehors, elles existent dans ton temps libre. Brahart aujourd'hui n'a plus de temps libre, tu le sais. Tout le monde le sait. Il suffit d'ouvrir un journal. C'est devenu une planète de guerre, de souffrance et de tristesse. Il n'y a plus de temps libre sur Brahart. Il n'y a plus de fenêtres que tu ouvres comme chez toi. Mon cœur s'arrêta un bref instant. Je voulus d'un seul, profiter de ma fenêtre, de mon araignée Magali, voir encore les lampadaires jouer au dé, entendre le bus heurter le trottoir de la rue du Révérend Capel, regarder ce petit chat qui se promenait sur le trottoir sans que personne ne l'en empêche. J'eus la sensation que le monde était beau et que ça valait pour tout le monde. La larme que tu t'apprêtes à verser, mon ami, elle porte le nom de liberté. C'était le 3e chapitre du livre Morale de la Silure. Merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à aller vous abonner à nos comptes Instagram, YouTube et Spotify pour suivre toute l'actualité de Radio Façade. Et surtout, n'oubliez pas, comme de toute façon, tout va très très mal finir, relax.